Bonsoir à tous, chers téléspectateurs. Cette politique numéro 17, le secteur forestier gabonais entre-t-il dans une nouvelle dynamique? La question vaut son pesant d'or, d'autant plus que ces derniers temps, les événements mis en scène de l'administration des eaux et forêts, la justice et les ONG environnementales telles que Bonne Forest et Conservation Justice révèlent en même temps le chaos qui a régné dans le dit secteur pendant plusieurs années et la volonté ferme du gouvernement de mettre fin à des pratiques qui n'honorent pas le Gabon, pourtant très présent sur la scène internationale lorsqu'on parle de sauvegarde des écosystèmes. En quelques semaines, aux responsables actuels et en sein de l'administration des eaux et forêts, exploitants forestiers ont été entendus, placés sous mandat de dépôt et menacés de tout perdre. Certains étaient perçus comme intouchables, mais le tribunal spécial ainsi que la hiérarchie du ministère ont démontré le contraire. Visiblement, c'est peut-être le début, à l'avis de certains observateurs et acteurs, d'une guerre contre le massacre de la forêt. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Marc Essengui, qui est le directeur exécutif de l'ONG Bonne Forest et qui a suivi avec intérêt particulier et une certaine satisfaction les derniers événements dont nous avons brièvement parlé et dont nous allons parler tout au long de cette émission. Avec lui, nous allons aussi évoquer la conférence de Paris de novembre-décembre dernier, la COP21, qui s'est soldée à l'avis de certains activistes par un accord diplomatique et non pas climatique. Marc Essengui, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous êtes très présent dans les questions environnementales puisque vous êtes le directeur exécutif de Bonne Forest, une ONG qui a fait quand même ses preuves au Gabon et qui s'implique de plus en plus à l'extérieur. Oui, je vous remercie d'être encore une fois sur les plateaux de Canal 7 pour cette fois-ci parler d'un phénomène que nous vivons au Gabon, c'est l'exploitation des ressources naturelles, l'exploitation forestière, et nous allons effectivement aborder la problématique liée à ce qui s'est passé en décembre dernier à Paris, la COP21. Alors pour commencer, parlons de la COP21, donc, à laquelle le Gabon a été présent. Un accord a été trouvé et il ne satisfait pas forcément les organisations non gouvernementales. Regardez ce reportage de Marielle Biyogo. C'est ce samedi 12 décembre que les rideaux sont tombés sur la grand-messe du climat à Paris. Ces travaux ont été sanctionnés par l'adoption d'un accord juridiquement contraignant par les 195 participants. Cet accord est un soulagement après la déception de Copenhague. Mais côté africain, les avis restent partagés. Le représentant égyptien du groupe Afrique, Khaled Mohamed Fahmy, a indiqué, je cite, « Il s'agit d'un accord historique, un accord qui aura des conséquences à long terme pour nos pays et pour le cheminement de la planète vers un développement durable ». Fin de citation. Le ministre de l'Environnement du Sénégal, Abdoulaye Bibi Baldé, estime, lui, que l'accord est équitable. Si certains représentants africains ont pu louer les bénéfices d'un tel accord, d'autres, au contraire, sont plutôt réticents. L'une des critiques concerne la mention de l'objectif de limitation de la hausse de la température à 2 degrés Celsius. Pour Abdul Majid Moutari, un représentant de la société civile nigérienne, la COP21 est restée floue sur les moyens d'y parvenir. De son côté, le secrétaire général du ministère de l'Environnement de la République démocratique du Congo, Vincent Kassoulou Seya Makonga, a souligné l'ampleur des chantiers. Au-delà de ces divergences, la ministre marocaine de l'Environnement, Hakima El Haït, a d'ores et déjà invité les délégués présents à la COP21 à se retrouver à Marrakech en 2016 pour la COP22. Marc Essengui, la COP21 était attendue. Est-ce que vous avez senti, vous qui étiez présent à cette rencontre internationale, est-ce que vous avez senti que les délégations, que les différents pays, les grands pollueurs et les petits pollueurs voulaient véritablement arriver à un accord? Je pense que nous avons été sur le terrain et avant d'aller dans les salles, nous avons publié un document avec la Fondation pour l'écologie en France. Nous avons publié ce document intitulé « Réparer l'injustice climatique en Afrique ». Je pense que ce que nous avons mentionné à l'intérieur s'est révélé vrai à l'issue de ce qu'on a appelé accord de Paris. Accord de Paris, pour nous, le succès était plus diplomatique que climatique. Expliquez-nous ça. Pourquoi le succès était plus diplomatique? Parce que François Hollande, avec l'ancien ministre des Affaires étrangères, Fabius, ils ont fait le tour du monde pour pouvoir arriver à mobiliser sur Paris l'essentiel des chefs d'État. L'essentiel des chefs d'État, en gros, le maximum de chefs d'État, donc les plus gros pollueurs, les États-Unis et la Chine étaient là. Je pense que c'est ce qu'on a fêté, c'est le succès diplomatique qu'on a plus fêté. Pourquoi il n'y a pas eu de succès climatique?
Tout simplement parce que quand on regarde le phénomène des changements climatiques avec un regard purement africain, on se rend compte que non seulement l'Afrique n'est pas au cœur de la pollution, l'Afrique ne pollue presque pas. L'Afrique exploite pas ses ressources naturelles. Au contraire, ces ressources naturelles sont surexploitées par d'autres multinationales avec les désavantages pour les populations. Quand on regarde les 10 pays les plus impactés par les changements climatiques, il y a 6 pays africains. Alors ça veut tout simplement dire que ce qu'il fallait discuter, c'est de voir comment l'Afrique, qui n'est pas un gros pollueur, qu'est-ce que l'Afrique devrait faire pour empêcher que son sol soit envahi par non seulement les multinationales qui viennent spolier nos ressources, mais pour que les dirigeants africains sachent prendre leurs responsabilités en disant attention, c'est nous qui sommes au cœur du développement africain et c'est nous qui devons prendre les grandes décisions, ce ne sont pas les autres qui viennent de dicter. Or, il s'est avéré à Paris que ce sont les grandes puissances qui ont dicté ce que l'Afrique devrait faire pour ne plus polluer, alors que l'Afrique n'a jamais pollué. L'Afrique pollue moins. Ça veut tout simplement dire que c'est nous qui allons payer, c'est nous qui allons compenser le taux de pollution, le taux d'émissions de gaz à effet de serre occasionnés par les plus gros pollueurs. Et pourquoi nous devons le faire? C'est pour ça que dans le document que nous avons publié en France, nous l'avons intitulé il faut réparer l'injustice climatique. Mais les Africains ont juste regardé le côté financier, c'est-à-dire les compensations financières qui étaient négociées, on parlait des millions de dollars par an, mais ce n'est pas ça le plus important. Si on venait par exemple à remettre dans les caisses de l'Afrique ces sommes au regard de la gouvernance qui caractérise les dirigeants africains, est-ce que ces montants vont aller vers la réduction de gaz à effet de serre de 1? Est-ce que les Africains seront en mesure non seulement de stopper l'hémorragie en termes d'exploitation de ressources naturelles et surtout l'accaparement des terres? Ça, c'est un phénomène qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Parce que quand on regarde les pays, je préfère parler du Gabon parce que si je suis gabonais, je maîtrise mieux la situation gabonaise. Autant, quand on va à chaque COP, le Gabon annonce des grandes décisions. Mais parallèlement, vous avez des décisions qui sont prises et qui ne sont pas en conformité avec les réalités. Un exemple simple. Le Gabon est allé à Paris dans la perspective de réduire les émissions de gaz à effet de serre à moins de 1,5 degré. Ça, c'est l'ambition du Gabon. Mais est-ce qu'on peut le faire en même temps en attribuant des énormes permis d'exploitation de nos terres pour le palmier à huile et l'EVA? Parce que l'exploitation forestière étant en partie responsable des émissions de gaz à effet de serre, quand on exploite, quand on coupe le bois pour remplacer avec un produit comme le palmier à huile et l'EVA, qui va peut-être pousser qui va produire dans 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, ça veut tout simplement dire qu'on a mis en mal des engagements qu'on a pris. Ça, c'est de 1. De 2, est-ce qu'on est conforme avec l'engagement de Paris quand, par exemple, l'exploitation illégale du bois au Gabon est, par exemple, la chose la mieux partagée au niveau de l'exploitation forestière, sans prendre des mesures? On a pris des mesurettes pour aller à Paris, mais quand on revient de Paris, on revient, c'est un rétropédalage. Donc, on va revenir sur la question... Non, je voulais tout simplement illustrer les incohérences qui caractérisent les États africains. Et en prenant le cas du Gabon, que je connais, je ne veux pas parler du Cameroun et du Congo, ça veut tout simplement dire que ce que je suis en train de dénoncer pour le Gabon est valable pour tous les pays africains. Et dans ces conditions, comment peser de tout son poids dans des négociations quand l'Afrique n'a même pas des organisations sous-régionales qui peuvent peser de leur poids dans les négociations climatiques? Alors, avant d'aller à la COP21, il y a eu quand même des conférences internes dans les pays. Il y a eu des rencontres internes. Au Gabon, les ONG ont rencontré régulièrement, à ce qui nous semble, le département des eaux et forêts, le département de l'environnement et notamment également la présidence de la République. Il y a eu une grande réunion préparative à la COP21. Est-ce que ces questions n'ont pas été résolues, de sorte à mettre la pression sur les chefs d'État pour qu'ils ne signent pas ou n'acceptent pas ce qui ne correspondait pas aux attentes des ONG et donc de la société civile, de la population?
y a d'un côté des effets de communication, de l'autre, la volonté réelle de vraiment prendre le taureau par les cornes. Nos chefs d'État mettent beaucoup plus en avant le côté communicationnel, c'est-à-dire les aspects liés tout simplement à la communication internationale pour qu'on dise que voilà, ces pays sont en train de prendre des mesures. Est-ce que ces chefs d'État sont libres de leur engagement? Est-ce qu'ils sont libres de la gestion des ressources? Est-ce qu'ils sont libres de la gestion des forêts? C'est la question que je me suis toujours posée. Parce que s'ils étaient libres de la gestion, en termes de gestion des ressources naturelles, ces chefs d'État devraient non seulement faire de nos ressources des éléments stratégiques pour peser dans les décisions au niveau international. Je vous prends le cas d'un pays que j'aime bien, et c'est un pays continent, la RDC. Je prends souvent cet exemple pour illustrer un peu la contradiction qui existe entre ce que nous avons comme ressources naturelles en Afrique et qui devrait normalement constituer une sorte de force et ce que nous faisons. La RDC dispose d'un minerai qu'on appelle le coltan. Le coltan aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir par exemple ces belles caméras qui nous filment ou bien les téléphones portables que nous utilisons tous les jours ou les ordinateurs sans l'utilisation du coltan. Et le seul pays au monde à exploiter, à disposer dans son sous-sol cette matière première très stratégique, c'est la RDC. Autant la RDC pouvant en faire un outil stratégique comme l'Arabie Saoudite en a fait, comme l'Arabie Saoudite a fait du pétrole un outil stratégique pour tenir le monde à bout de bras, mais la RDC en a fait un outil pour alimenter la guerre sur sa terre, dans son pays. C'est vous dire, nous avons suffisamment des moyens pour mettre la pression sur les puissances occidentales, mais nous ne savons pas les utiliser. Au contraire, nous ouvrons les vannes pour que ces multinationales qui viennent chez nous, qui viennent exploiter les ressources au profit des puissances occidentales, puissent nous malmener, puissent nous tenir par la barbichette. Finalement, qui tire profit de l'accord de Paris? Qui tire profit de l'accord de Paris, ce sont les lobbyistes qui ont tout fait pour qu'il n'y ait pas un accord climatique. Vous vous souvenez que les décisions, l'accord qui a été pris à Paris, qui a été signé à Paris, va rentrer en vigueur à partir de 2020. Et d'ici 2020, beaucoup d'eau aura coulé sous le pont. Ça veut tout simplement dire que certains pays, comme le Gabon par exemple, pourraient accélérer un certain nombre de choses en disant, écoutez, nous ne sommes pas encore dans le timing de l'application des accords de Paris, mais nous sommes encore capables de réaliser un certain nombre de choses. Est-ce que la société civile à laquelle vous appartenez, est-ce que les ONG internationales qui ont manifesté à Paris, qui ont dit leur mécontentement à la fin des travaux, envisagent de mettre la pression d'une certaine façon aux décideurs du monde, aux gros pollueurs tels que la Chine et les États-Unis? C'est ce que nous avons toujours fait. Notre travail consiste à constituer un groupe de pression. Nous sommes un groupe de pression auprès des gouvernants des pays. Malheureusement, dans certains pays, comme chez nous en Afrique, qui va dans ces réunions de manière indépendante? Quels sont les acteurs de la société civile qui accompagnent les gouvernants dans ce genre de réunions? Ce sont le plus souvent ceux qui ne maîtrisent pas la problématique, qui ne savent même pas de quoi on parle, et ceux qui n'ont pas des leviers pour mettre la pression. Or, nous autres qui sommes quand même beaucoup plus outillés, on travaille parallèlement, mais on n'arrive pas à mettre la pression sur nos dirigeants tout simplement parce qu'ils sont dans la logique du management autiste. Ils sont dans la logique du management autiste, c'est-à-dire c'est la communication. Il faut montrer qu'on est allé à une grande réunion avec des éléments de la société civile. C'est juste pour la com, mais ce n'est pas pour l'efficacité. Est-ce que finalement les ONG ne sont pas aussi puissantes qu'on le pense dans le monde? Les ONG sont puissantes dans le monde, mais le véritable problème, c'est que le rôle des ONG n'est pas de s'accaparer du pouvoir, c'est d'infléchir un certain nombre de décisions internationales, de faire la pression, de faire du lobbying pour que les choses aillent dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est tout. On ne vous sent pas très optimiste, hein? Je suis optimiste parce que c'est un problème de génération. C'est un problème de génération, c'est un problème d'intérêt économique. Quand vous avez dans les États africains, ceux qui sont à la tête sont plus des hommes d'affaires que des dirigeants des pays et qui rentrent en collusion avec des multinationales et qui ont des intérêts à l'intérieur, vous comprenez que vous ne pouvez pas arriver à des solutions où c'est l'intérêt du pays qui prime. C'est plutôt l'intérêt des affaires.
C'est le business, c'est le monde des affaires qui risque de prendre le pas. Or, en Occident, ça commence à changer. Ça commence à changer parce qu'il y a des conséquences que nous sommes en train de percevoir. Je vous ai dit tout à l'heure que l'Afrique, sur les 10 pays les plus impactés par les changements climatiques, 6 sont africains. 6 pays sont africains. Lesquels, si vous pouvez nous... C'est les pays très simples. Vous avez par exemple le Nigeria, vous avez la Sierra Leone, vous avez Guinée-Bissau, l'Éthiopie, et puis la RDC. Voilà les 6 pays les plus vulnérables. Et ces pays sont africains, sur les 10. Ça veut tout simplement dire que c'est l'Afrique qui doit normalement se faire violence pour arrêter un certain nombre de pratiques au niveau environnemental. Alors, le Gabon était présent à cette conférence. Le Gabon est très concerné d'ailleurs par la question des changements climatiques. Quelle était sa contribution? Quand je parle du Gabon, je parle en même temps donc des autorités politiques et des ONG. Le Gabon a présenté un document très ambitieux à la COP21, très ambitieux sur le papier, parce qu'ils sont allés avec l'ambition de réduire les émissions de gaz à effet de serre à un niveau acceptable, 1,5 degrés. Bon, ça c'est une ambition sur le papier. Le Gabon s'est engagé par exemple à réduire un certain nombre de choses, c'est-à-dire l'exploitation illégale, à lutter contre l'exploitation illégale. Le Gabon a décidé d'arrêter le torchage au niveau de l'exploitation du pétrole. Le Gabon a pris un certain nombre de choses. Bon, on retient aussi que le Gabon dispose d'une superficie de plus de 10% du territoire sous cloche en termes de conservation. Ça, ce sont des engagements du pays. Mais quand on regarde, quand on gratte, très bien, vous allez vous rendre compte que entre ce qui est écrit et ce qui se vit au quotidien dans nos forêts, c'est le jour et la nuit. Il y a eu une véritable opération de communication. Moi, j'appelle ça une véritable opération de communication avec l'arrestation d'un certain nombre de responsables administratifs au niveau du ministère des Eaux et Forêts. Et on a vite déchanté. Quand nous avons salué cette opération, nous avons déchanté parce que tous sont dehors, tous ont été libérés. Et on a tendance à penser que les poursuites judiciaires sont complètement suspendues parce que le tribunal spécial qui a été mis en place pour juger ces personnes a été dissous. Et une fois dissous, vous avez été surpris. Moi, j'ai été surpris d'apprendre que les décisions prises avant la COP21, qui consistaient par exemple à stopper et à suspendre l'exploitation des essences comme le Kevazingo. Entre parenthèses, le Kevazingo, c'est un bois très, très, très précieux dans nos forêts. Et c'est un bois millénaire. Ça veut tout simplement dire que si on ne fait pas attention au rythme de son exploitation, ce bois va disparaître dans nos forêts. Et un pays responsable qui tienne absolument à maintenir son écosystème intact avec des essences rares prend des décisions courageuses, pas des décisions qui normalement devraient satisfaire les businessmen, parce que les exploitants forestiers sont des businessmen, mais des décisions qui tendent à maintenir certaines essences au profit des générations futures. Effectivement, on a constaté qu'après la COP21, toutes les décisions qui avaient été prises, d'ailleurs, c'est des décisions, il y a des mesures qui ont été prises de façon rapide et successive à la veille de la COP21. Certains, justement, craignaient effectivement qu'après la COP21, tout ce qui avait été dit, tout ce qui avait été fait tombe soit complètement oublié et qu'on passe à autre chose. C'était un peu le cas. Finalement, la COP21 n'a pas servi à grand-chose. Normalement, la COP21 devrait servir à grand-chose. Mais ce n'est pas le cas au Gabon. La COP21, pour y aller, comme quand nous sommes allés à Copenhague, on a annoncé, à grand renfort de publicité, que le Gabon allait suspendre, allait interdire l'exploitation des grumes, l'exportation des grumes, autant pour moi. En Afrique du Sud, à Johannesburg, on a annoncé la création de 13 parcs nationaux. En 2015, à Paris, on annonce un certain nombre de mesures, mais quand on revient, toutes ces mesures sont complètement oubliées, abandonnées.
C'est ça la réalité. Le Gabon ne joue donc pas franc jeu avec la communauté internationale, Mais avec les bailleurs de fonds, mais avec ceux qui donnent l'argent pour protéger les forêts. Mais c'est ce que j'étais en train de vous dire, que ce sont des opérations de communication juste pour faire plaisir à la communauté internationale. Et quand on revient, on fait plaisir au tissu d'hommes d'affaires qui exploitent notre forêt. Parce que les dirigeants de ces pays sont plus hommes d'affaires que dirigeants du pays. Parce que quand on revient sur l'exploitation du Kevazingo, on remet sur la table l'exploitation illégale. La dernière mesure qui vient d'être prise par le Gabon, qui revient sur l'exploitation du Kevazingo, alors qu'avant la COP21, on avait décidé de ne plus l'exploiter, de suspendre. Ça veut tout simplement dire que on se réfugie derrière l'idée, voilà, on va exploiter localement, une transformation locale. Mais c'est quoi la transformation locale? Quand on sait très bien que cette transformation locale ne veut absolument rien dire. Cette transformation locale ne veut absolument rien dire. Tout va continuer sa course vers des pays comme la Chine, qui est le premier. La Chine est le premier acheteur du bois gabonais. Et tout va poursuivre sa course en Europe. Donc, il n'y a pas de transformation locale. C'est juste un moyen d'éviter de transporter les grumes au profit des tranchées qu'on va mettre dans les conteneurs. Ça ne change absolument rien du tout. Alors, nous allons passer au deuxième élément de cette émission. Il nous introduit en tout cas dans la question si sensible de l'exploitation forestière illégale qui a provoqué à la veille de la COP21 donc un véritable tollé médiatique entre corruption supposée, oppression des populations rurales et risque d'engrenage. La situation dans certaines régions est critique. Regardez ce reportage tourné dans un village Logoué-Vindo dans l'est du Gabon et qui met en exergue la situation critique de certaines communautés rurales. Un village et 3 permis forestiers, le village Bobenda dans le département de Livindo, à 25 km de Makoko, est un exemple qui inquiète. Depuis une décennie, les habitants de ce village n'ont plus accès à leur forêt et donc fini le droit de faire des plantations ou d'abattre un seul arbre pour un usage personnel. Ici TBNI, ici WCTS, devant là-bas EBSS. Donc on est inondé avec 3 permis, donc tu ne peux pas faire un mouvement. Même pour construire, tu es dans les problèmes. Et le permis de WCTS passe derrière les maisons là. Cela même pas 300 mètres. Avant d'arriver même à... Mais avant, il y avait 5 km. Il n'y a pas 5 km. Les permis tombent, ils disent, vous n'avez rien. Quand vous partez chez aux eaux et forêts, on dit, vous n'avez rien. La bourse appartient à l'État. Mais l'État, c'est... Quand on se rend compte, l'État, c'est vous et nous. Mais pourquoi l'État seulement, c'est en ville, mais au village, il n'y a pas l'État? Derrière les habitations, en moins de 3 minutes en voiture, les preuves sont là. Des parcs à bois abandonnés. Selon certaines indiscrétions, les actions récentes du tribunal de Makoko contre les exploitants forestiers légaux ont amené de nombreux exploitants plongés dans l'illégalité à stopper leur massacre de la forêt gabonaise. Là-bas, il y a 4 parcs. Ici, il y a 3 parcs là-bas, plus les 2 parcs ici. À Bobenda, l'heure est bien plus à la désolation qu'à l'espoir. Les sociétés forestières chinoises, notamment installées dans le secteur, ont choisi de détruire la forêt, privant, avec l'accord supposé des eaux et forêts, les villageois du domaine forestier rural. Votre réaction? C'est une réaction de désolation. C'est une réaction de désolation tout simplement parce que ce qui est dénoncé dans ce reportage, c'est le non-respect du code forestier. Non-respect du code forestier par les exploitants forestiers, c'est-à-dire les opérateurs économiques qui prennent des permis au niveau de l'administration des eaux et forêts, et non-respect du code forestier par l'administration elle-même. Parce que quand on attribue un permis à un opérateur, et un permis qui absorbe des habitations, des villages, on est là en violation flagrante du code forestier. L'administration est au courant de cela, puisque c'est l'administration qui attribue. Les cartes sont établies au niveau du ministère des Eaux et Forêts. Ce sont ces cartes qui sont remises aux opérateurs économiques qui vont sur le terrain pour identifier leurs permis. Il s'avère que ces permis englobent les villages. Et ce qu'on constate dans le Logoué-Vindo est perceptible sur toute l'étendue du territoire. Cela se justifie tout simplement parce qu'au niveau de l'administration des eaux et forêts, les fonctionnaires sont impliqués dans ce business, dans cette exploitation illégale. C'est pour ça que quand les populations se plaignent
Vous savez, moi, j'ai écouté le monsieur qui dénonce effectivement le non-respect de la distance entre les habitations et les permis. De 5 km, ce n'est pas respecté. Pourquoi ce n'est pas respecté? C'est dénoncé, c'est su, mais les opérateurs opèrent tranquillement en toute illégalité, avec bien sûr la bénédiction des autorités. C'est toujours ce que nous avons dénoncé, on a toujours dénoncé, la collusion entre les opérateurs économiques qui opèrent chez nous et les hommes au pouvoir et dans l'administration. Tant qu'on n'aura pas mis fin à cela, ben, on aura beau aller à COP21 pour prononcer des bons discours, on ira peut-être à COP22, COP23, COP24 pour prononcer des jolis discours, ça va être la même chose. Et ce qu'on oublie, c'est que les conséquences de cette situation sont déjà très perceptibles. Moi, je suis du Wellington et depuis le mois de septembre, il n'y a pas eu une seule goutte d'eau jusqu'à présent. Or, la saison de pluie démarre à partir du mois de septembre-octobre. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une seule goutte de pluie. Ça veut dire que non seulement les projets de culture, d'agriculture vont prendre un coup, parce qu'on n'a pas pris... Le projet graines, le projet graines, par exemple, le projet graines va prendre un coup, parce que dans le projet graines, il n'est pas prévu un système d'arrosage. Les populations qui sont habituées à cultiver, ben, la famine va s'installer, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de production, tout simplement parce qu'on est rentré dans une phase d'exploitation illégale sans respecter les règles. Et là, la nature ne pardonne pas. Ce n'est qu'un début. Parce qu'on pense tout simplement que c'est l'argent, les espèces sonnantes et trébuchantes qui constituent l'essentiel dans la vie, alors que l'essentiel aussi, c'est préserver nos écosystèmes avec des essences phares, comme le Kevazingo, comme le Moabi et autres. Alors, pour revenir sur la situation du village Bobenda, je rappelle que c'est un village qui est situé à 25 km de Makoko. Autour de ce village, il y a 3 permis forestiers. Des permis forestiers en fait qui appartiennent à des individus qui sont bien connus et qui ont été cités et qui ont été, des individus ont transféré ou du moins ont donné leur permis à la société forestière chinoise. Donc 3 permis forestiers, 10 parcs à bois abandonnés, plus de 3000 mètres cubes de bois à terre. Voilà, c'est assez hallucinant. Comment fait-on pour qu'il n'y ait pas finalement de réaction ou d'action du gouvernement face à ce genre de cas pour des populations qui n'ont même plus le droit de couper un seul pied un seul arbre, même pour faire une cuisine, quoi. Comment peut-on en arriver là et comment expliquez-vous le mutisme du gouvernement? La loi forestière est claire. La loi forestière est claire. Tout ce que vous venez de dénoncer, il y a des sanctions infligées à des opérateurs économiques qui ne respectent pas un certain nombre de choses. L'abandon du bois est sanctionné dans le code forestier. Il n'est pas dit dans le code forestier que les populations n'ont plus le droit d'aller. C'est pour ça qu'on a laissé 5 km entre les villages et les permis, pour que les populations puissent jouir de leur espace vital, non seulement pour utiliser le bois de chauffe, ce n'est pas interdit par le code forestier, pour pratiquer leur agriculture, ce n'est pas interdit par le code forestier, pour pratiquer leur pêche, pour aller pratiquer la cueillette, ce n'est pas interdit par le code forestier. Dans un code forestier, que ce soit le code minier, le code de l'environnement, le code forestier, le code agricole, l'élément qu'on protège, c'est l'homme. C'est l'homme qu'on protège. Quand on parle de préservation de l'écosystème, conservation, protection de l'environnement, c'est d'abord l'homme qu'on protège, ce n'est pas les animaux. Quand on dit par exemple, il ne faut pas chasser les éléphants, ce n'est pas les éléphants qu'on protège, on protège l'homme parce qu'il faudrait que les générations futures puissent vivre avec ces espèces qui ont leur part de responsabilité dans le développement des écosystèmes forestiers. Des espèces animales et végétales qui sont identifiées dans nos différentes forêts, chaque espèce a son rôle dans l'équilibre de notre écosystème. Mais si on privilégie l'exploitation, c'est-à-dire pour des raisons économiques, on affame l'âme, on n'est plus dans la logique
de la conservation et de la protection de l'environnement. On est tout simplement dans la logique d'un massacre. On massacre l'écosystème et on massacre même l'homme qui est au cœur, qui est à l'intérieur. Si l'administration ne réagit pas par rapport à ce que le monsieur vient de dénoncer, ça veut tout simplement dire que les éléments qui constituent cette administration sont complices de ce massacre. C'est pour ça que je parle de collusion entre les opérateurs économiques et les éléments du pouvoir et de l'administration. Comment voulez-vous que ceux qui sont partie prenante de quelque chose puissent s'auto-sanctionner? Alors, parlons justement des populations. Vous l'avez entendu, les populations disent on ne peut plus rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Lorsqu'on va à l'administration des eaux et forêts, on nous dit que la forêt appartient à l'État. Et l'État, c'est qui? L'État, c'est qui? Telle est la question même des populations. Qu'est-ce que vous suggérez, vous, à ces populations-là, qui finalement, se retournant vers les eaux et forêts, sont lésées, se retournant vers la justice, n'ont pas forcément gain de cause? Qu'est-ce que vous leur suggérez aujourd'hui? Je pense que ces populations sont dans leur droit de défendre ce qui leur revient, je répète encore, de droit. Ça veut dire? La Constitution. Il faut se référer à la Constitution. Maintenant, si ces populations sont prises entre l'enclume et le marteau, c'est-à-dire opérateurs économiques et l'administration, je pense que là, nous allons intervenir. Alors, dans le reportage, ce qui ressort aussi, c'est que beaucoup de bois ont été abandonnés parce que les exploitants forestiers, de l'Ogooué-Vindo notamment, ont eu peur finalement de l'action du procureur de la République de Makoko, une action que vous aviez saluée par ailleurs, une action malheureusement qui s'amenuise au fil du temps compte tenu des pressions que celui-ci semble subir. Aujourd'hui, ces exploitants donc, sont en attente peut-être du départ de ce procureur de la République. C'est un procureur que vous avez d'ailleurs soutenu. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ce qu'il a, parce que finalement c'est lui qui a déclenché tout ce que l'on a vécu pendant un mois en novembre? J'ai personnellement félicité ce courageux procureur de l'Ogooué-Vindo. Je l'ai personnellement félicité et encouragé. Parce qu'ils sont rares, ces magistrats, qui sont en mesure de faire leur travail sans subir les pressions. Il a subi les pressions. Il a subi les pressions, mais il a fait son travail de magistrat. Je pense que dans ce pays, il va falloir que les citoyens prennent leurs responsabilités. Voilà un citoyen qui a été formé pour faire un travail et qui a décidé de faire ce travail. Les opérateurs économiques qui ont peur et qui ont abandonné leur butin en pleine forêt, je pense que ceux-là sont poursuivables par la loi. La loi gabonaise. La loi gabonaise sanctionne tous les opérateurs qui pourraient se comporter de cette façon-là. La loi les poursuit. Mais qu'est-ce que vous voulez? Dans cette saga, vous avez assisté à l'arrestation des responsables au sein de l'administration des eaux et forêts, et non les moindres. C'est cette administration qui gère les questions forestières. Si on va jusqu'à arrêter ces hauts responsables, ça veut tout simplement dire qu'il faut absolument donner un bon coup de fouet. Mais j'ai bien peur que cette complicité ne se limite pas tout simplement au niveau du ministère des Eaux et Forêts, que des complices soient tapis dans d'autres sphères. Lesquels, par exemple? Très clairement, le sommet de l'État. Vous avez, je ne vous l'apprends pas, l'un des conseillers du président de la République a été entendu, un ancien ministre des Eaux et Forêts, qui aujourd'hui se retrouve à la présidence. Vous avez beaucoup, ça, franchement, quand on regarde dans le Wallentem, les personnes qui ont été entendues, qui a été inquiété? Celui qui a été inquiété, c'est peut-être le directeur provincial des Eaux et Forêts, M. Nkeyi, qui a été inquiété, mais d'autres qui ont été cités, qui ont même été entendus, n'ont pas été inquiétés. Il y en a qui ont même été maintenus dans leur poste. Alors ça veut tout simplement dire que il faut peut-être que certains fusibles sautent, mais on maintient l'électricité à plein régime. Alors, l'arrivée du procureur de Makoko correspondait également à l'arrivée à la tête du ministère du ministre donc, actuel, Fleur Mistoul, et du ministre délégué, M. Godok. Alors, très clairement, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ces deux ministres
ont joué franc jeu? Ces deux ministres ont joué franc jeu. Je crois que ces deux ministres ont joué franc jeu. Mais la réelle politique étant là, je suis convaincu que ces deux ministres, en ce moment, ont subi des pressions pour arriver au rétropédalage que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On est en train de vivre un rétropédalage. Est-ce que ces courageux ministres qui ont vraiment, qui ne sortent pas de l'administration, qui pour la plupart ont été dans le privé, et qui se retrouvent, et qui veulent faire leur travail, mais qui se retrouvent complètement coincés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de marge de manœuvre. La réalité de la chose étant là, ben, on est en train de vivre de rétropédalage. Est-ce que vous leur conseillez de démissionner? Ben, ce n'est pas moi qui conseille de démissionner, c'est parce que ce n'est pas moi qui les a nommés. Vu que finalement leur action semble être enrouillée. À eux de prendre leurs responsabilités, à eux, ils sont devant leur propre conscience. Parce que pourquoi ils l'ont fait? Pourquoi ils l'ont fait et pourquoi aujourd'hui ils ne le feraient plus? C'est ça la question. Quel type de pression ils ont subi pour que toutes les décisions qui ont été prises, tout ce qui a été fait et qui a connu au niveau international un succès impressionnant, se retrouve complètement anéanti. Je vous signale que le Gabon a engagé avec l'Union européenne dans le processus FLECT et ce processus risque également de prendre un coup si on revenait sur cette décision qui était déjà bien saluée par la communauté internationale. D'accord. Alors, pensez-vous aujourd'hui que les exploitants forestiers ont repris le dessus, compte tenu du fait que beaucoup qui avaient été arrêtés ont été relâchés au même titre que les deux directeurs provinciaux des eaux de forêt, donc celui de Yem et celui de Makoko? Ils sont tous en liberté. Tous en liberté? Ils sont tous en liberté. Bien sûr. Alors, beaucoup sont en train de narguer la population. Et ce ne sont pas les opérateurs économiques qui ont pris le dessus. C'est ce que j'ai dénoncé tout à l'heure, c'est-à-dire des hauts responsables politiques qui sont plus hommes d'affaires que gérants de la chose publique. Ça veut dire qu'ils sont plus hommes d'affaires que gouvernants. Ils sont plus hommes d'affaires que défendent les intérêts des populations. La preuve est là. L'illustration du reportage que nous avons suivi est là, c'est-à-dire ces populations qui sont abandonnées à elles-mêmes, alors que les lois sont claires, l'administration est là, la dénonciation est là, et on les renvoie à un concept creux. La terre appartient à l'État. Mais l'État, c'est qui? Y a-t-il un État sans population? La personne qui donne la réponse, la terre appartient à l'État, c'est qui cette personne? C'est une personne qui a une petite autorité à exercer pour l'intérêt général de la population, mais qui profite de ce statut pour, je dirais, malmener, pour appauvrir, pour discriminer. C'est ça. C'est ça le pouvoir au Gabon. Dès que vous avez une parcelle de pouvoir, les autres n'existent plus. Vous les écrasez. Mais nous disons, le Gabon ne veut pas être le premier pays à jouer ce rôle. Tous ces comportements vont se retourner contre les gens qui le pratiquent. Mais nous, le travail des ONG, effectivement, c'est de donner les outils d'aide à la décision aux populations, de leur donner l'information, de leur donner tout type d'outils pour se défendre conformément aux dispositions légales, conformément à la Constitution, conformément aux conventions internationales signées par le Gabon et ratifiées. Comment Brune Forest, je ne parle pas de la personne de Marc Onesengui, mais comment Brune Forest soutient aujourd'hui l'action contre l'exploitation forestière illégale? Mais nous avons fait un travail impressionnant depuis 2 ans dans la province de Logo-Evindo. Nous avons commencé par la cartographie participative. C'est quoi la cartographie participative? C'est une cartographie qui intervient au niveau des populations, c'est-à-dire les zones d'intervention des populations, en leur demandant d'identifier très clairement ce qu'ils font, et où, et comment. Et ces sites identifiés nous permettent d'établir une carte régionale d'intervention des populations. Et cette carte est sortie, parce que nous avons un laboratoire au niveau de Brune Forest, le laboratoire de cartographie. Donc, nous sortons des cartes physiques que nous allons remettre à ces populations. Ça, c'est la première action pour que ces populations puissent les afficher dans leur maison, au cas où les opérateurs venaient ou bien l'administration, pour montrer qu'attention, si vous allez dans cette forêt, nous intervenons dans telle ou telle zone pour réaliser telle ou telle activité. Est-ce que vous avez eu
des appels des populations qui vous disent, par exemple, Bien que sûr. leurs territoires Bien sûr. ont été empiétés par les sociétés forestières. Bien sûr. Et ce que nous avons fait en deuxième lieu, c'est de former les populations à mieux comprendre le code forestier, à mieux comprendre, c'est-à-dire les parties qui concernent les populations. On leur a donné ces formations en français facile pour que les populations sachent exactement ce qu'il y a lieu de faire au cas où telle ou telle situation se présentait à elles. Et ça, nous avons fait. Donc, formation pour comprendre le code forestier et la réalisation des cartes participatives. Aujourd'hui, si vous allez sur le terrain, les populations de la zone, notre zone d'intervention, sont mieux placées pour se défendre. Parce qu'on ne peut plus leur raconter n'importe quoi. Alors, l'une des choses que vous avez relevées dans la discussion depuis le début de cette émission, c'est bien évidemment l'action du tribunal spécial. Le tribunal spécial s'était saisi finalement de tous les dossiers qui étaient aux mains notamment du procureur, enfin des procureurs de la République, notamment, enfin des parquets, notamment le parquet de Makoko, qui avait l'essentiel des dossiers brûlants, donc de la question. Finalement, le tribunal spécial, bon, finalement, il n'existait plus, puisque la Cour constitutionnelle a rejeté l'ordonnance qui le créait. Aujourd'hui, malheureusement, tous ces dossiers qui avaient été arrachés au parquet traditionnel, tous ces dossiers semblent avoir disparu, au point où, effectivement, nous l'avons relevé, les principaux accusés sont en liberté et ont tendance à narguer finalement les populations, les ONG et même la justice qui les avait mis aux arrêts. Mais c'est la réalité gabonaise. C'est la réalité gabonaise. Ça veut tout simplement dire que ce n'est pas au niveau du ministère des Eaux et Forêts que le problème se situe. Ce n'est pas au niveau des exploitants forestiers que le problème se situe. Ce n'est même pas au niveau de la justice. C'est au niveau de ceux qui sont à la tête de ce pays, qui sont à la fois hommes d'affaires et qui manipulent la justice. La justice est aux ordres dans ce pays. Parce que si vous regardez très bien, c'était tellement spectaculaire l'arrestation de ces personnes. Et on s'est dit, oui, ça va aller, mais la dissolution du tribunal spécial, non seulement un tribunal spécial qui voulait s'accaparer de tous les dossiers de corruption, alors que d'autres juridictions en la matière pouvaient effectivement traiter ce type de dossier. Pourquoi un tribunal spécial voulait avoir le monopole d'un certain nombre de dossiers? Et pourquoi avoir créé un tribunal spécial chargé de juger un certain nombre de choses, alors que nous avons toutes les juridictions qui sont là, compétentes? Pourquoi chercher à créer une juridiction spéciale? Moi, je me suis posé cette question. C'était une affaire de copains. C'était une affaire de gérer un certain nombre de dossiers sensibles pour mieux utiliser la justice comme une sorte d'épée de Damoclès sur la tête. Et moi, je l'ai compris comme ça. Parce que la création d'un tribunal spécial qui va lutter contre les faits de corruption, ça ne se justifiait pas. Parce que les faits de corruption ont toujours été jugés ici, au tribunal de grande instance de Libreville. Nous avons des magistrats non seulement bien formés, bien qu'ils ne soient pas libres par rapport à l'exécutif, mais nous avons des magistrats très bien formés. Nous avons des cours très compétentes pour juger un certain nombre de choses. On n'a pas besoin de créer un tribunal spécial. Et ce tribunal spécial, d'abord, un tribunal spécial n'est pas permanent. On crée un tribunal spécial par rapport à une situation donnée. Et puis après, on le dissout. On ne va pas créer, parce que moi, quand j'ai vu que ce tribunal spécial était même délocalisé du tribunal, disons, des locaux du tribunal Libreville pour se retrouver dans un immeuble spécial bien cousu, je me suis posé un certain nombre de questions. Je me suis posé des questions. Il y avait des arrière-pensées derrière cette affaire. La preuve, heureusement que la Cour constitutionnelle a dissous cela, parce qu'on aurait assisté à des situations beaucoup plus regrettables. Ce n'était plus la justice qui était dite. La preuve, ceux qui ont été arrêtés sont dans la rue comme s'il n'y avait pas de juridiction pour les juger. Est-ce qu'avant le tribunal spécial, des citoyens coupables de délits de corruption n'étaient pas jugés au Gabon? Est-ce que les délits de corruption n'ont pas... Est-ce que le tribunal, les cours que nous avons, n'ont pas la compétence pour juger des délits de corruption dans notre pays? Pour que des personnes
qui ont été arrêtés dans ces situations se retrouvent complètement dans la rue. Alors, l'une des décisions qui a eu le succès, c'est la décision d'interdiction, de suspension d'exploitation de Kevazingo. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et quelques 2 mois après cette décision, le gouvernement a autorisé à nouveau l'exploitation du Kevazingo pourvu qu'il soit transformé sur place. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure, c'est ce que j'ai nommé le rétropédalage. Nous avons salué cette décision, pas parce que il y a eu pas mal de cas d'enregistrement illicite avec l'exploitation illégale du Kevazingo. Il y a eu trop de cas d'enregistrement illicite. Nous avons salué cette opération parce que ça permettait non seulement de sauver une essence qui était presque en voie de disparition. Le Kevazingo, c'est un arbre, comme je l'ai dit tout à l'heure, un arbre millénaire. Il faut peut-être attendre 500 ans pour atteindre le niveau d'exploitation. 500 ans, 1000 ans, c'est pas 2 ans. Donc, si on veut, en plus c'est un arbre mythique, si on veut continuer à parler de cet arbre dans nos forêts, il faut absolument préserver le peu qui existe. Vous suggérez quoi? Qu'il soit totalement interdit? Il faut interdire l'exploitation du Kevazingo. Il faut absolument interdire. Il faut absolument interdire. Mais la pression internationale, la pression plutôt de la Chine faisant, vous pensez vraiment qu'on peut y arriver? Mais pourquoi on peut pas y arriver? Quand on sait que dans les forêts gabonaises aujourd'hui, il y a bien évidemment des exploitants français qui sont là depuis un demi-siècle, un siècle, hein, que tout le monde connaît bien, mais qu'aujourd'hui, finalement, l'essentiel des exploitants, qui défraient d'ailleurs la chronique, ce sont des exploitants chinois, ce sont les Chinois qui sont le plus demandeurs de Kevazingo. Est-ce que la vie d'un pays, est-ce que la préservation de nos écosystèmes dépendent de l'exploitation ou bien du développement de l'économie chinoise? La Chine se développe. La Chine aujourd'hui est devenue, sinon la première puissance économique du monde. La Chine est très présente au Gabon. La Chine fait des routes et visiblement ce serait peut-être des échanges de marchandises. La Chine fait des routes. Est-ce que le Gabon ne dispose pas d'un budget pour faire des routes? Ça, c'est des raccourcis qu'on prend pour justifier un certain nombre de gabégies que nous vivons dans notre pays. À quel moment nous serons indépendants pour pouvoir prendre la responsabilité de développer notre propre économie, de transformer nos ressources chez nous? Est-ce que c'est parce que la Chine est très demanderesse du Kevazingo qu'on doit absolument faire disparaître cette essence de notre écosystème? Vous pensez que l'essence va disparaître? Mais bien sûr, bien sûr. Dans combien d'années? Je vous ai parlé d'un... Vous avez fait une étude récemment qui montrait que c'est 0,02 mètres cubes de Kevazingo par kilomètre carré, il me semble. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais est-ce que vous pensez que l'essence va disparaître définitivement? Mais l'essence peut disparaître définitivement à l'allure de l'exploitation de cette essence. Regardez comment c'est exploité. Ce n'est même pas réglementé. Les opérateurs chinois vont dans nos villages, identifient des pisteurs et ceux-là, ils viennent couper de manière illégale, sans autorisation. La plupart de ceux qui exploitent le Kevazingo dans nos villages n'ont même pas de permis d'exploitation du Kevazingo. C'est l'exploitation illégale. Ça veut tout simplement dire que pour répondre, ou bien pour justifier le marché chinois, il faut se lancer dans l'exploitation illégale, bien sûr avec la complicité de nos dirigeants. Alors Marc Ona, on arrive à la fin de cette émission. Une dernière question. Un nouveau code forestier est en étude. Qu'en pensez-vous? Vous avez eu le premier draft. Vous avez discuté certainement avec d'autres défenseurs de l'environnement et aussi avec les autorités du ministère de l'Environnement et le ministère de la Forêt. Qu'est-ce que vous pensez de ce code? Les experts de Brand Forest, avec d'autres experts, sont en train effectivement de regarder. Il y a plusieurs drafts que nous sommes en train de regarder. Toujours est-il que pour que ce texte soit conforme à ce que nous voulons, il faudrait que toutes les parties se retrouvent autour de la table. Il faudrait qu'on tombe d'accord ensemble sur la mouture finale.
pas le passage en force que l'administration voudrait faire. Est-ce que vous pensez qu'il a des chances d'être adopté, ce nouveau code? Eh bien, le gouvernement aurait aimé l'adopter avant la COP21, mais malheureusement, ils ne sont pas arrivés à produire un draft présentable. Je pense qu'ils se battent pour que l'adoption se passe au mois de mars. Qu'est-ce qui fait défaut jusqu'à maintenant? Est-ce que les experts qui ont été conviés ne sont pas suffisamment à la hauteur? Est-ce que les juristes n'ont pas suffisamment mesuré voilà, les conséquences? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que c'est un problème c'est un problème de vision, c'est un problème d'intérêt. La société civile, nous avons un intérêt à ce que le texte soit conforme au respect des populations, et d'autres, les lobbyistes, par exemple des forestiers, ils ont leur intérêt, le gouvernement a ses intérêts, donc ce sont ces intérêts croisés qui se mettent autour de la table et puis on tombe d'accord sur un point commun. Espérons en tout cas que les différentes parties vont pouvoir trouver un accord qui arrangerait aussi bien les autorités que les exploitants, que les ONG, que les populations. C'est le souhait de nous tous. Merci Marc Honor et Sengui d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir regardés. À très bientôt.